accepter la faiblesse, pour accepter de diminuer. Il me semble aussi, je le dirai tout de suite, que c'est un des grands problèmes de la société humaine, qu'elle est capable réellement d'autoriser ceux qui apparemment n'ont pas beaucoup de capacité à montrer leur capacité. Je disais tout à l'heure de redonner une chance. Donc redonner des capacités à montrer qui on est. Et ça, on n'y est pas tout à fait dans la société d'aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut aussi que la société soit capable, nous autorise, qu'il y ait dans la société de quoi nous autoriser à diminuer aussi, à nous retirer, à nous effacer, à laisser place à d'autres. Et ça non plus, c'est pas du tout autorisé. Il n'y a pas grand-chose dans notre société qui autorise ce geste du laisser la place à son tour, venir tour à tour se montrer et laisser la place à d'autres. Donc pour grandir et pour diminuer. Donc le pardon que je décrivais tout à l'heure, ou la sagesse pratique que je décrivais tout à l'heure, avait à faire à la confrontation et aussi à, on pourrait dire, comment réinterpréter ensemble un passé tragique. Là maintenant, ce sera plutôt du côté de l'effacement, mais aussi, je reviendrai sur le thème de la génération. Parce qu'il me semble que parmi les traumatismes que nous subissons, il y a ces traumatismes, je dirais, tout ordinaires. Il y a les guerres, il y a tout ce que vous voulez, les violences, les tragédies, etc. Mais il y a simplement la mort naturelle, si je peux dire. Et la naissance. La naissance aussi est un traumatisme. Avant, il y a personne, là, il y a quelqu'un. C'est un choc. Et ce double traumatisme de la mort et de la naissance qui fait oublier la mort aussi, le deuil, mais il y a la naissance, introduit un double décalage qui est très très problématique pour le pardon. Premier décalage, les enfants des coupables ne sont pas coupables, mais les enfants des victimes peuvent continuer à véhiculer une victimité. Donc ça fait un premier décalage avec la génération. Un deuxième décalage, qui est peut-être encore plus grave et plus général justement, c'est que d'une part, il faudrait honorer les morts, garder une place, la place des morts, la trace des morts, devoir de sépulture, devoir de se souvenir des morts. Nous avons des dettes, nous sommes endettés, nous avons une reconnaissance. Mais en même temps, il faut faire place aux vivants et aux naissants. Et il faut donc, en même temps, rappeler la dette, mais une dette vivante, à l'égard de ceux qui sont partis, et en même temps, rouvrir la possibilité d'un présent pour ceux qui viennent de naître. Et donc, le pardon, ce qui est très difficile pour le pardon, c'est qu'il doit en même temps se souvenir et oublier. Il doit en même temps se souvenir, alors que justement, là où on a affaire à un problème de pardon, à un malheur, à un irréparable, justement, on n'arrive pas à se souvenir, mais en même temps, on n'arrive pas non plus à oublier. On n'arrive pas à se souvenir et on n'arrive pas à oublier. C'est ça le problème. Et donc, il faut en même temps rompre avec cette impossibilité de se souvenir, et donc rompre avec l'amnésie, soudain rappeler une mémoire, rouvrir un autre avenir du passé, et en même temps, il faut rompre le ressentiment, rompre la dette comme ressentiment, rompre avec cette incapacité à oublier, pour justement rouvrir une possibilité d'être enfin là, au présent. Cette double rupture, cette double reconnaissance en même temps, elle est tragique, elle est difficile. Il y a justement c'est le thème du texte, ce texte je ne l'ai pas utilisé, le texte de Ricoeur. Un des thèmes, c'est un texte de Pasolini, dans les lettres luthériennes. Il écrit « Un des thèmes les plus mystérieux du théâtre tragique grec est celui de la prédestination des fils à payer la faute des pères. » Et il continue, il va très loin, c'est assez terrible. « Les fils qui ne se libèrent pas de la faute de leur père sont malheureux, de point, aucun signe de culpabilité n'est plus décisif et plus impardonnable que le malheur. Qui est coupable, mais ses enfants le sont aussi. Et il est juste qu'ils soient punis pour la moitié de fautes qu'ils n'ont pas commises, parce qu'ils n'ont pas su s'en libérer. » Et donc, l'idée c'est que le propre du tragique, c'est que c'est pas leur faute, et ils sont malheureux, et bien c'est leur faute qu'ils sont malheureux. C'est une sorte
double mouvement du tragique. Il faut arriver à rompre avec la faute des pères. Alors, il fait ça en faisant toute une enquête généalogique sur, il dit, ils sont détestables. La jeunesse italienne, il écrit en 1964, elle est horrible, elle est détestable. Je ne peux pas ne pas les détester, ils sont haïssables, ils sont malheureux. Ça se voit, ils sont malheureux, ils sont incapables de vraiment sourire, de vraiment rire, etc. Et il dit, c'est la faute de leur père. Mais c'est leur faute, ils n'ont pas rompu avec leur père. Et après, il fait une analyse sur c'est quoi la faute de leur père. Bon, c'est une autre histoire. Il faut que leur père, qu'il soit communiste, qu'il soit capitaliste, qu'il soit catholique, qu'il soit avaient tous l'idée que la pauvreté est le pire des malheurs. Et que toute la génération après paye cette faute collective de tous les pères, de croire que la pauvreté est le pire des malheurs. Comme cette parenthèse, c'est la première des lettres luthériennes. Donc, voilà, on a affaire là à du tragique. Et ce tragique-là, justement, suppose, la rupture avec ce tragique suppose, en effet, de rouvrir à la fois un rapport au deuil, je reviens à la génération, au schème de la génération que je proposais à l'instant, dans lequel le deuil des disparus, des absents, soit en même temps le retour à se montrer comme un monde quand même bon. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas seul à aimer ce qui est bon. Mais en même temps, voilà, pour connaître vraiment le bon, il faut peut-être le connaître de retour du tragique, par-delà, à travers la vie. D'où ce texte, ces doubles références de Ricoeur et de Rilke. Il semble que pour l'orphisme, ce soit, vous connaissez le mythe d'Orphée et d'Eurydice, hein, bon, donc Orphée qui est allé chercher Eurydice dans les enfers, et puis il a échappé, finalement il n'a pas réussi à la ramener, il revient, et il fait quand même ce chant de louange à la vie. Hein. Quand même, c'est beau la vie. C'est beau la vie. Ce soit du fond de la mort acceptée par une sorte de rétrospection à partir du néant, que l'existence brute conquiert toute sa splendeur. C'est du retour des enfers qu'Orphée s'écrit « Être ici est une splendeur ». Et donc, voici les élégies à Juno de Rilke. « Être ici est une splendeur. Vous le saviez, oui, même vous, filles apparemment privées de tout, qui pourrissez, noyées au fond des pires rues des villes, ou livrées à la déchéance. Oui, car chacune eut son heure, peut-être moins, quelque chose entre deux instants à peine mesurables à l'échelle du temps où elle exista, pleinement. » Excusez-moi, pleinement, c'est pas un point d'interrogation. Pleinement, point. Les veines pleines d'existence. Voilà, en gros, c'est ça la fin de mon parcours. Je récapitule quand même le trajet global de nos vies et de nos civilisations. Ce serait en même temps de partir du possible. Il y a des promesses, il y a des possibles. En même temps, d'accepter que justement que ces promesses s'éboulent. Il y a un éboulement. Hein, quand on les avait jeté trop haut nos promesses, elles s'écroulent, hein, un peu comme Sisyphe qui après va remonter la pierre, mais ça retombe, il y a un éboulement. Et donc il y a un moment des limites, un moment de la sagesse pratique, un moment de l'espérance aussi. Il y avait peut-être un moment où on consent, qui est plus difficile encore que de consentir au malheur, c'est de consentir à la fugacité du bonheur. C'était Plotin qui disait que il faisait toute une analyse du mal, et puis au plus haut degré du mal, le mal, le plus grand degré du mal, c'est simplement le fait que le bien est une fin, soit qu'il s'arrête. Ça c'est le comble du malheur. Et il y a ce texte extraordinaire de Stanley Cavell sur Emerson, ce qui est ignoble,